Depuis la fin des années 90, des changements importants sont intervenus dans la façon de penser l'accompagnement des personnes en difficulté. La place de l'usager dans le champ de l'intervention sociale et médico-sociale est questionnée. Elle fait l'objet de nombreuses communications, recommandations ou obligations législatives et réglementaires. La question de la place de l'usager percute l'ensemble des dimensions constitutives de l'intervention sociale. Elle interroge les formes de gouvernance à l'œuvre dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les projets institutionnels qui inspirent leur action. Elle interroge également l'organisation du travail, les postures et les positionnements professionnels. Elle renvoie aux fondements du travail social et plus généralement à ceux de la relation à l'autre. La prise en compte de la parole et de l'expertise des usagers implique une redéfinition des rapports entre les acteurs de l'intervention sociale. Usager, le terme lui-même ne fait pas consensus. Connoté négativement et trop réducteur de la complexité de la personne pour les uns, il a pour les autres le mérite de renvoyer à la notion de droit d'usage et aux légitimes attentes dont elle est assortie. Ce film a pour ambition de livrer à la réflexion collective des points de vue d'acteurs, saisis à la lumière d'expériences singulières et de pratiques militantes, portés par 3 structures repérées pour leur engagement sur la question de la place de l'usager. L'association Habitat Alternatif Social a pour objet de défendre, par le droit au logement et le droit à la santé, la dignité des personnes fragilisées. Elle accueille à Aix-en-Provence, dans son dispositif des Pritanes, des personnes en situation de grande errance. Implantée sur l'ensemble de la région PACA, Isatis a pour vocation de concevoir et de mettre en place des actions qui répondent aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques. Dans les Bouches-du-Rhône, Isatis gère plusieurs services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un groupement d'entraide mutuelle et un établissement et service d'aide par le travail. Le village est à la fois un lieu de vie et un chantier d'insertion. Implanté sur Cavaillon, il accueille un public en situation de précarité. Il propose, en un même lieu, du logement, de l'hébergement et des activités de production. La loi de 2002, c'est une très belle chose. Après, de toute façon, une loi, toutes les lois sont comme ça. C'est rien si on les utilise pas. C'est un geste symbolique important, la loi du 2 janvier 2002. Et tout d'un coup, ça a pu permettre pour des gens comme HAS ou d'autres associations qui avaient beaucoup travaillé là-dessus, une reconnaissance. Parce qu'il faut le dire, pendant longtemps, on a été extrêmement critiqués, les travailleurs sociaux qui se mettaient dans cette position-là. Extrêmement critiqués. C'est du copinage, vous n'avez pas la bonne distance, ouh là là, qu'est-ce que vous faites du transfert, la relation au père. Je fais court, hein, mais j'en ai entendu des choses. Hein. Quand la loi 2002 est tombée, on n'a pas souri, parce qu'il ne fallait pas sourire, mais c'était tellement évident pour nous que c'est comme ça qu'il fallait travailler. Et à un moment donné, c'est pas de dire on pond des dispositifs, on met en place des ateliers, des choses, on fait rentrer les gens dans les cases. Voilà, c'est pas la machine à laver où on met le programme lavage, pré-lavage, essorage, rinçage, tu sors, tu n'as plus de difficultés. C'est pas ça. Et faire en sorte que les accueillis participent, ben, c'est quelque chose qui se construit, qui s'est construit au fil des années, qui est devenu pour nous comme une évidence. Et donc, du coup, la participation pour nous, c'est pas une question de déclaration à partir de la loi de 2002, c'est une façon d'être aux autres. On essaye de travailler dans une rencontre un peu extraordinaire avec les gens. Voilà, on essaye de se placer dans une dimension qui est du plaisir de rencontrer l'autre. Après, je suis quand même en interrogation sur la façon dont
dont les structures s'en saisissent. Oui, je suis en interrogation parce que je me dis que si à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore pour pondre des cadres, des dispositifs et de dire finalement j'ai mis en place des espaces pour la participation des usagers, donc je rentre dans les clous de la loi et je me contente de ça, ils seront complètement passés à côté, quoi. Et je crois que c'est vraiment dans les représentations qu'il faut évoluer. Je crois qu'on ne pourra pas parler de la participation des usagers tant qu'à un moment donné, il n'y aura pas un vrai changement dans les représentations que peuvent avoir les institutions et les travailleurs sociaux sur leur propre métier, sur leur propre façon d'accompagner. Le village, c'est une association, voilà, une vraie association avec des vraies choses à défendre et des vraies valeurs. Je crois qu'au village, on est revenu aux fondamentaux et on s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est que l'accompagnement des personnes. Et je crois qu'on est, en tout cas, on essaie en permanence d'être vraiment sur la même marche avec tout le monde. On est juste à un moment donné des personnes, des individus qui se retrouvent et qui ensemble essayent d'avancer, de faire pour l'association vivre et avancer un projet associatif. Et pour les personnes accueillies, de prendre chacun comme il est, là où il en est, avec son histoire de vie, avec ses difficultés, ses forces, ses faiblesses, et puis de pouvoir dire à chacun, voilà, tu es sur ce lieu-là, on va se poser, on vit ensemble, et puis on va cheminer avec toi dans ton parcours de vie. Dans les statuts d'Isatis, d'emblée, 2 orientations principales, créer des établissements et des services en fonction des besoins constatés par les familles, mais surtout par les personnes en souffrance psychique. Deuxième orientation forte, permettre la pleine expression des besoins et des demandes, et donc avoir comme objectif principal la citoyenneté des personnes. Aujourd'hui encore, nous créons des services nouveaux. Souvent, c'est toujours en lien avec les demandes des personnes, c'est toujours aussi en lien avec les partenaires locaux. Nous avons une volonté d'asseoir véritablement nos projets dans un travail étroit avec les partenaires de terrain, qui sont des ressources. Et en permanence, nous avons comme préoccupation majeure de contribuer à sensibiliser, informer, communiquer sur le handicap psychique. HAS, c'est une association qui existe depuis 32 ans cette année. C'est-à-dire que peu à peu, on s'est installé dans un système où on essaye de créer des choses qui ne rentrent dans aucun tiroir. Administratif, j'entends. On fait du CHRS qui ne ressemble pas à du CHRS, on fait de la maison relais qui ne ressemble pas à de la maison relais, on fait de la résidence accueil qui ne ressemble pas à de la résidence accueil, on fait une structure d'accueil mère avec enfant mais qui ne ressemble pas à un foyer maternel. Voilà. Disons qu'on essaye d'être dans des places où on s'adapte à l'itinéraire des gens et pas au tiroir administratif. Avec une philosophie derrière qui est que les gens savent et qu'on s'intéresse peu à essayer de guérir leur souffrance, mais qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'ils arrivent à vivre normalement aux côtés de nous avec leur souffrance. Oui, c'est notre façon d'agir auprès des gens, d'être sur de l'innovation sociale, parce que le monde bouge. Et comme il bouge plus vite que les administrations, il vaut mieux être dans l'innovation. C'est le cercueil ou l'innovation, on a choisi l'innovation. Dans le conseil d'administration, nous avons à peu près égalité des parents de personnes souffrant de troubles psychiques et des personnes de la société civile. Et donc la composition du CA dit bien aussi l'importance que nous accordons à ce que les personnes soient représentées. C'est-à-dire que dans nos établissements et les services, l'expression des personnes est un des principes d'action,
que ce soit dans une dimension éthique ou que ce soit dans une dimension plus technique d'accompagnement adapté aux problématiques des personnes. Mais nous avons aussi, au niveau de la gouvernance, cette volonté d'être toujours en phase avec ce que vivent les familles, ce que vivent les personnes. Oui, au niveau national, l'UNAFAM a quand même pas mal de poids. Et je pense que si on est sollicité, parce que l'UDAF aussi nous sollicite pour ses familles gouvernantes, etc. Si on est sollicité, je pense que c'est pour avoir le poids de l'UNAFAM, parce que comme on représente les usagers dans toutes les instances nationales, ça donne quand même un poids aux structures. On aimerait bien aller au CA aussi, des structures. Faire partie, on fait partie du CA des Sports Provence, en fait. Mais on aimerait bien faire partie des CA pour encore aller sur le terrain, mais vraiment. Au niveau des instances de la gouvernance de l'association, et notamment du conseil d'administration, il y a eu un temps un conseil d'administration fermé. Et puis, oui, mais il y a quand même plein de choses qui se discutent. Et parmi les choses qui se discutent, ça concerne prioritairement les gens du lieu de vie et le lieu de vie. Donc, à un moment donné, on va ouvrir ce conseil d'administration pour qu'ils puissent participer aux échanges. Donc, c'était des voix consultatives. Et puis, on a encore dépassé ce stade-là en se disant, mais ils ont leur mot à dire comme tout le monde. Et aujourd'hui, nos accueillis, que ce soit des résidents qui sont là pour une longue période, pour une courte période, depuis longtemps, depuis pas longtemps, ou que ce soit un salarié du chantier d'insertion qui arrive sur le lieu pour un temps limité, parce qu'on est dans un dispositif de temps limité, le conseil d'administration est ouvert, les accueillis peuvent y participer, et quand il s'agit de prendre des décisions, ils ont des voix délibératives au même titre que nous, quoi, voilà. On n'est pas obligé d'y participer, mais moi j'y participe pour savoir vraiment lancer vraiment tout ce qui se passe par rapport à les projets, tout ça. Là, comme on a le projet de la maison commune. Après, on a le projet aussi de reconstruire des petites maisons là-bas à la Rivale, parce que nous sommes obligés de quitter le MAS. Et je trouve que c'est énorme les choses qu'on fait. On parle, mettons, des chiffres, parce qu'ici, il n'y a rien de caché aussi au village. On connaît tous les chiffres qui se passent, on connaît les budgets, on connaît, au centime près, on connaît tout. Où on a investi, tout ça, on connaît tout. Tous les chiffres, on les connaît. Parce que tous ces chiffres-là, on les connaît, c'est à la réunion du conseil d'administration. Bon, il y a les administrateurs, il y a les directeurs, il y a la direction, les encadrants, et là, on sait tout ce qui se passe. Là, on est vraiment écouté par l'équipe, si on a un problème. Et on est vraiment écouté, à 100%. Moi, ça me permet de voir, de connaître les objectifs du village et de savoir où ça va. Maintenant, évidemment que de toutes les manières, amener quelqu'un à venir participer à une réunion, je pense que ça ne peut qu'être avantageux pour tout le monde, que ce soit pour les accueillis, que pour les personnes qui sont dans le bureau de cette association. Parce que le but, c'est quoi? C'est de se comprendre. C'est de comprendre le fonctionnement, c'est de comprendre pourquoi on agit de telle ou telle façon. Donc évidemment, c'est une initiative qui est très très juste. On ne doit pas exclure les gens parce que voilà, il y a besoin de comprendre. Dernier conseil d'administration, il y avait 8 accueillis sur 28 résidents. C'est énorme, quoi. Voilà. Alors après, la question se pose toujours de dire, est-ce qu'à un moment donné, on fait suffisamment? Voilà, nous, on est gourmands, on aurait envie qu'il y ait encore plus de participation que ça. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut juste rester dans le raisonnable et se dire, déjà, on revient aux fondamentaux, à l'essentiel. Ouvrons les espaces. Tout le monde n'est pas capable de s'en saisir. Alors après, il y a des raisons. Il y a le fait de ne pas aussi comprendre le langage. Parce qu'il y a peut-être une horizontalité dans la manière de gérer. Mais il y a une chose qui est bel et bien là, c'est que l'exclusion, elle n'est pas là, mais elle est de fait parce que intellectuellement, nous n'avons pas tous les mêmes outils pour comprendre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Je sais qu'il y a eu des réunions où il y a eu des personnes qui sont venues assister, mais au bout d'un quart d'heure, la personne décroche parce que le vocabulaire utilisé
par la plupart des gens, n'est pas compris. Du coup, au bout de 10 minutes, ça s'affaisse et puis ça gamberge ailleurs, quoi. Donc après, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est comment, ok, on a un objectif, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre comme moyen pour arriver vraiment, réellement, concrètement, à mettre en œuvre cet objectif-là? Comment on va y arriver ensemble? Bien sûr que c'est pertinent, bien sûr, moi je suis la première à le dire, que la personne, il faut qu'elle participe, qu'elle y soit, mais pas n'importe comment. Toujours, moi je recentre les choses par rapport à l'histoire de la personne, par rapport à là où elle en est. En effet, c'est bien de faire participer un usager qui est passionné, qui est un artiste, mais attention, parce que ça peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire finalement qu'il se rende encore plus compte que finalement il ne s'en sort pas ou il n'y arrive pas. Donc il faut, être à l'écoute, le recevoir aussi individuellement, le reprendre avec lui, cette question de cet investissement, que oui, il y a une différence de fait pour lui, parce qu'à un moment donné, il a un peu débranché de la vie et que du coup, son rapport au monde est différent. Il faut aussi l'accompagner à réfléchir sur son investissement dans ces espaces. C'est pas magique, quoi. Ça c'est certain. Donc le village, c'est ça aussi. C'est pas tu fais les ateliers parce qu'on te le dit pour t'occuper, tu les fais, mais si tu as un projet, d'ailleurs il y a des gens qui travaillent à l'extérieur, ils y vont. Après, si ce travail-là, évidemment, nous amène à avoir une vie professionnelle qui commence à s'élaborer, on n'a plus lieu d'être ici de toutes les manières. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose c'est un tremplin qui nous permet de... Et ça, j'en parle, mais vraiment, j'ai chaud au cœur quand je parle de ça, parce qu'ils m'ont vachement aidé pour ça, et j'aurais pas pu construire ça ailleurs, d'autant plus que ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens ici, justement, pour construire ce projet-là. C'est ça, accompagner, c'est prendre le temps d'essayer de construire avec la personne un projet, mais qui soit le plus près de ce qui est possible pour elle. Et comme le disait très bien Yasmina tout à l'heure, elle avait un projet de vie qui était de l'ordre de l'artistique, elle avait besoin de temps, il y a le cadre, il y a la façon dont on fonctionne, il y a le projet associatif, et après on se dit, qu'est-ce qu'on partage avec la personne ? Voilà, qu'est-ce qu'on partage avec elle ? Il est où son chemin à elle ? Et puis après, on cherche les espaces où on peut se croiser, voilà. C'est sûr qu'au début, quand les professionnels arrivent, ils sont un peu... ça ne correspond pas au canon de ce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre. Après, ce que j'observe, c'est que dès que les gens se mettent là-dedans, c'est plus facile pour eux. Et moi, je pense qu'il y a moins de souffrance au travail si on se met dans cette position-là. C'est dit, si on ne met pas la barre, par exemple, il faut que j'arrête de boire. Ou le professionnel, il dirait, il faudrait qu'il arrête de boire. Vous imaginez, on va gravir l'Himalaya là. Par contre, si la barre, c'est, la question, c'est d'arriver à vivre tranquillement ensemble sans se prendre la tête, ça c'est possible. Mais ça produit le reste. Vous avez, l'alcool est autorisé à table, mais comment vous faites? C'est pas possible. Oui, c'est possible. Mais ça demande une énergie, une constance. Moi, je suis là depuis 4 ans et demi. Il faut arriver à être assez, entre guillemets, je ne sais pas moi, solide. Donc, il faut arriver à récupérer la contribution des résidents, la contribution bien évidemment, de ce que donne notre direction, nos collègues, etc. Et essayer de faire quelque chose qui tienne la route. Donc, oui. Parce que on est toujours sur... il y a une certaine tension, toujours sur ce type d'établissement où, bon, je reviens à l'alcool, mais voilà, c'est pas totalement simple.
Eh ben, il y en a un nouveau, un SDF, ça fait 2 mois qu'il est là, mais il n'arrive pas à s'adapter. Tous les matins, il part à Aix faire la Manche, il n'arrive pas à s'adapter. Pourtant, on y a expliqué qu'il ne trouvera pas d'autre endroit où ils acceptent, parce que c'est un alcoolique, qu'il puisse boire son alcool dans le salon ou dans la cuisine. Parce que c'est autorisé l'alcool ici. Et comme disait Bono, c'est le seul foyer en France que l'alcool c'est autorisé. L'alcool léger quoi, pas l'alcool fort. Mais là, tout se passe bien. Au début, quand on a fait ça, un jour, on me dit, il y a le CVS qui se réunit, c'est 5h30, on a fini le boulot, comment on fait? Ben, je leur dis, vous leur laissez les clés. Wow. On va leur laisser les clés? Ben oui, vous allez leur laisser les clés. Vous allez demander à quelqu'un qui se mette en position de responsabilité, vous lui donnez les clés, vous lui dites de fermer. C'est là qu'on voit si on est dans la participation ou si on n'est pas dans la participation. On ne fait pas semblant. Il y a des risques? Ah bon oui, il y a des risques. Bah oui, il y a des risques. Mais il y a des risques, oui. Question des bagnoles. Oui, je prends des exemples très très concrets. Je parle des associations, accompagnent des gens pour faire des déménagements, ne demandent même pas au mec s'il a le permis, et c'est l'éducateur qui amène. Et un jour, moi je dis, il faut que ça s'arrête. Les gens qui ont le permis, on leur prête la bagnole. Et ils vont, oh, et comment ça se passe pour la Maïf, les assurances et tout. Ça se passe très bien, ils s'en foutent, vous êtes assurés pour machin. Qu'est-ce qui fait que j'aurai une meilleure qualité de conduite qu'un hébergé? Pourquoi on se place toujours dans ce truc-là? C'est comme si le fait d'être hébergé dans une institution nous levait toute capacité à la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je pense que la participation, c'est un travail qui ne se niche pas dans une organisation, qui se niche au quotidien, dans les gestes quotidiens de l'accompagnement du travail social. Ça se décline sur les moindres objets de notre travail. Les pratiques évoluent et le fait, par exemple, que 2 personnes viennent au conseil du territoire et rendent compte dans un groupe, ben oui, ça modifie les pratiques. Donc ce travail sur la volonté de permettre à la personne d'être présente, disponible, a amené les directions et les équipes à diversifier effectivement la rencontre et les modalités de la rencontre. Et donc là, effectivement, on n'est plus du tout dans des pratiques uniquement individuelles, mais dans des pratiques de groupe, voire des projets portés ensemble, ce qui va quelquefois permettre qu'au niveau individuel, la relation de nouveau fonctionne. Et je veux dire, nous aussi, on a été dans l'entretien individuel parce que, voilà, quoi, c'était posé comme ça. Mais je crois qu'à un moment donné, on s'est interrogé sur toutes les limites de ce que ça pouvait avoir et on a pris le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu de se dire qu'est-ce qui pourrait être travaillé en collectif, on s'est posé la question différemment. Et on s'est dit qu'est-ce qui ne peut pas être abordé en collectif. Pour moi, c'est à la fois une dimension éthique, mais c'est aussi, je dirais, un gage d'efficacité au sens de si on veut que ce projet qu'ils ont envie de porter se concrétisent et réussissent, il faut le faire avec eux et pas pour eux. Il y a quelque chose d'essentiel dans notre travail de clinique, enfin, c'est la distance. Et même, on en parle sans cesse en équipe, la question de la distance. Hein, parce qu'il va y avoir des mouvements transféraux contre transférentiels qui arrivent comme ça alors que vous ne les avez pas prévus. Si vous n'êtes pas un peu professionnel, s'il y a la confusion des places, des rôles. On est ici, le psy qui bosse avec nous dit une espèce de famille. Alors je sais pas, j'aime pas trop le terme, moi, mais on partage beaucoup, on partage de l'intime avec les résidents hein, sur ce qu'on vit, sur qui on est, sur notre famille, sur nos hobbies, on est souvent sur des partages de repas collectifs d'égal à égal. Avec, nous on symbolise parfois, parfois le cadre qui contient pour que la structure évite d'exploser. Mais on bosse avec eux, je pense, d'égal à égal, et c'est
ces relations, ces liens tissés sont assez forts, quoi. C'est les échanges entre tous les accueillis du village. Et quand je dis accueillis, c'est tout le monde, hein. C'est les permanents, les membres du conseil d'administration, le salarié, le résident. C'est surtout, je pense, ces petits temps informels qui font que les gens nous renvoient énormément de choses. Il faut juste qu'on se mette à l'écoute et qu'on ne soit pas trop à distance, parce que trop de distance tue la relation. C'est-à-dire, si je dis bonjour à quelqu'un qui est au Prytanne, je lui dis bonjour parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse. Je ne lui dis pas bonjour au titre du fait qu'il est résident au Prytanne. On essaye de casser un peu cette espèce de filtre du stigmate qui se placerait toujours au milieu de nos rapports. Et selon les problématiques, la personne, elle se prend vite pour le moniteur. Par exemple, à l'ESAT, si le cadre n'est pas posé, si le dispositif n'est pas assuré, hein, c'est essentiel, ça. Non, je connais bien la naissance, l'histoire de la distance, tout ça, mais je comprends même pas que ça puisse exister encore, ça. Tant que les gens ne se posent pas la question de la distance qu'on va avoir avec eux. La vie fait qu'au fur et à mesure de notre vie, on a si tant est qu'on soit dans une réflexion permanente dans la relation à l'autre, on a une distance qui se cale à peu près comme il faut. Je prends un exemple très précis, c'est la question de la synthèse. Nous, on a décidé qu'il n'y avait pas de synthèse sans participation des hébergés. C'est interdit. On ne parle pas d'un hébergé s'il n'est pas présent. Donc les réunions traditionnelles du travail social où on parle de quelqu'un qui est dans l'autre pièce, c'est pas possible. Donc si on fait des synthèses, on le fait avec la personne. Et on ne fait pas une synthèse sur la personne, on fait une synthèse ensemble avec la personne. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire que le travail social s'arrogerait le droit de parler de l'intimité de quelqu'un sans qu'il soit là, et serait gêné quand il est là, des effets que ça pourrait produire. Sur les écrits professionnels, tiens, ça me vient. C'est terrible pour les psys, ça. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne peut plus écrire. On ne peut pas écrire. Écrire vraiment ce qu'il en est de la personne par rapport à notre clinique. Puisque nous, on pense aussi à la personne qui va le lire. C'est pas possible. Donc là, ça gomme aussi toutes les aspérités qui, quand même, rendent notre clinique un peu plus fine, un peu où on apporte un peu quelque chose en plus. Mais c'est très compliqué d'écrire aujourd'hui quand on est une psy dans un service. Ça, alors, j'ai vu l'évolution. Hein. Je n'écrivais pas du tout de la même manière il y a quelques années. Je me permettais d'écrire, mais peut-être à tort, hein. Mais en tout cas, pour la personne qui le lisait dans une équipe pluridisciplinaire, elle avait au moins un apport clinique. Là, aujourd'hui, non. Non. Moi, j'ai tendance à dire, quand on parle d'expertise, souvent, hein, dans les modèles imposés, il y a à la tête de la pyramide, la hiérarchie suprême, la direction, le président ou je ne sais quoi, qui lui va avoir l'expertise institutionnelle, les dispositifs, des financements, etc. Voilà. Nous, travailleurs sociaux, on va être plus sur le comment on met en œuvre. Et puis au bout, il y a l'usager qui est l'accueilli, qui lui dit, moi, de quoi j'ai besoin. Voilà. Et je crois que trop souvent, en tout cas, on n'est pas sur les 3 niveaux d'expertise. Voilà. Ou si on y est, ils sont encore très en escalier. Et je crois qu'à un moment donné, il faut remettre tout ça sur quelque chose de très horizontal et peut-être partir non pas de la tête, mais partir du bas, partir de l'usager, de lui-même. Et de dire, d'arriver à le questionner et de dire, c'est quoi tes besoins ? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir dans les parcours, les différents dispositifs d'accompagnement par lesquels tu es passé? Et puis, on part de là et on retricote à partir de là, quoi. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand je travaille sur les questions de bientraitance, j'ai l'habitude de dire que l'expertise ne doit pas être que celle des intervenants. C'est-à-dire qu'une véritable expertise, pour moi, elle doit croiser plusieurs regards, et en particulier
le point de vue, le regard de la personne elle-même. Nous devons absolument recueillir un certain nombre d'éléments qui viennent de la personne. Et parce qui est-on pour penser ce qui est bien pour la personne? On peut aider l'autre à dire les choses, on peut créer des situations où l'autre va pouvoir s'autoriser, par exemple à dire non, par exemple à dire je ne suis pas d'accord. Parce qu'on voit trop souvent des accords qui ne s'expriment pas, mais qui se vivent, c'est-à-dire la personne se retire ou devient agressive. Et donc je pense que l'expertise, elle doit, surtout avec ce type de public, l'expertise, elle doit se donner le temps et les moyens. La qualité d'expert pour soi, oui. La qualité d'expert comme éclairage de petite partie du chemin de l'autre, oui. L'expertise comme capacité à faire du vivre ensemble ou à signaler à la République des choses qu'elle ne voit pas, oui. Oui, mais enfin, comment dire ça? Il y a deux choses dans ce terme d'expert. Il y a quelques années, enfin, dans les années 80, je travaillais avec des usagers de drogue qui, à un moment donné, la réduction des risques les a amenés à dire « nous sommes des addictologues ». Nous sommes des spécialistes de l'usage des drogues. Ils ont raison. Il n'y a pas mieux qu'un héroïnomane pour être un spécialiste de l'héroïne, quand même. En même temps, là où ça peut déraper, c'est de dire mon expertise sur l'usage, il prévaut même sur l'expertise d'un pharmacologue. Non, c'est autre chose. Pas plus, pas moins. C'est autre chose. Là, on a pas mal de résidents, quand ils vont mieux, quand ils se sont stabilisés au niveau de leur santé, qui disent « mais attendez, c'est pas possible, il faut que vous fassiez quelque chose. Cette personne-là qui vient d'arriver, vu son état, ça n'est pas là qu'elle doit être hébergée. Il faut qu'elle aille à l'hôpital psychiatrique, la cure, etc. » Donc on est sans cesse aussi à rappeler que oui, peut-être, sauf qu'elle n'en a pas envie. Déjà, ça c'est un élément fort. Elle vient d'arriver, donc laisse-lui le temps de se poser. Est-ce que ça va être possible? Donc là-dessus, on a des divergences fortes qui disent mais il faut que vous fassiez quelque chose pour elle. Vous ne le faites pas, vous n'êtes pas assez, ou assez présent, ou assez, vous n'avez pas assez de poigne pour dire allez maintenant stop, terminé. Les murs en fait font expérience, voilà. Et l'histoire de la transmission, ça veut dire qu'ici on essaie au maximum, alors ça n'a pas été possible en 2013 parce qu'on a eu 3 départs d'anciens, mais là par exemple aujourd'hui il y a 2 résidents qui étaient là depuis longtemps, hein, qui sont restés là 4 ans, qui viennent participer au repas collectif. Donc qui viennent mettre en place le repas collectif et de fait qui vont argumenter, qui vont parler des Pritanes aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien, ça se passe pas bien, etc. Donc cette histoire de la transmission, bien évidemment que j'y crois. Et puis quelque chose de très important, c'est que ces personnes ont fait le chemin ici, elles sont à l'extérieur maintenant, donc elles ont cette distance et elles ont cette parole libre en plus, hein. Elles ne seront pas traitées de balance ou de je ne sais quoi. Donc elles sont cette parole libre et qui est qui est intéressante pour la vie de la maison. Qui peut mieux comprendre que quelqu'un qui est passé par là, c'est pas possible. Donc le père aidant est une expérience qui, quand il est bien accueilli, ça c'est une condition, quand il est bien accueilli par la structure de soins, peut se révéler très enrichissante pour la personne malade. Parce que ça peut l'amener à prendre conscience de son état, de l'acceptation du soin, et de tous les soins, et de la participation active. Parce que bon, quand on fait de la réhabilitation psychosociale, il faut être proactif, il faut participer, quoi. Donc, bon,
il y en a qui peuvent se demander mais qu'est-ce que je vais faire là, à quoi ça va servir, etc. Donc comme le père aidant est déjà passé par là, il peut leur dire ouais mais tu as vu, moi je suis arrivé à m'en sortir, je suis passé par là. Et ce lien qu'il y a entre eux fait que souvent ça facilite l'évolution de la maladie et puis ça empêche les rechutes. C'est pour ça que je trouve intéressant que ça et là, des populations, quelle que soit la raison pour laquelle elles sont dans le travail social, que ce soit à travers un handicap, à travers la pauvreté, enfin bon, peu importe, se déplacent et se mettent en position de responsabilité, même s'ils ont tort. Enfin, moi, j'irai jusque-là. Même si leur argument n'est pas recevable, même s'ils ont tort, ils font ce qu'on appelait les prostibulés. C'est l'origine du mot prostitution. Je me mets en avant, je parle. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est une formule que je vais employer, mais c'est le fond de notre pensée. C'est que on a tendance à penser qu'on serait un groupe de gens qui vont bien, qui accueillons un groupe de gens qui vont mal. Mais ça, c'est pas la réalité de la vie, ça. On est des humains qui vont mal ou qui vont bien et qui, à des moments donnés, se rencontrent. Donc, cette question de fragmenter comme ça les choses en disant il y aurait des gens qui savent ou des gens qui sont dans une capacité de soins, il y aurait des gens qui auraient besoin de ce soin ou de cet accompagnement, je trouve que c'est un partage historique qui ne correspond pas à la réalité. Voilà. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que, enfin voilà, j'ai envie de dire à tout le monde, interrogez-vous sur le sens des choses à faire, sur le pourquoi on les fait, avant de vouloir faire à tout prix pour coller à un dispositif ou à une loi quelconque. Et puis revenez aux fondamentaux, quoi, et à la relation humaine simple, voilà, aux bases. S'il n'y a pas les bases, on n'y arrivera pas. Ce qui confirme ce qui était de l'ordre de la conviction, c'est que véritablement, quand on crée les conditions pour que des personnes qui ont été à un moment donné un peu reléguées, un peu stigmatisées, quand on crée des conditions pour qu'ils s'approprient ces espaces, ils le prennent. Ils le prennent à plein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais c'est extraordinaire de voir à quel point ils sont partie prenante. Les gens qui résistent à ça se privent de quelque chose. J'allais dire, c'est dommage. C'est même pas que j'ai envie de les convaincre, c'est que c'est plus simple de travailler comme ça. C'est bien plus simple. C'est un tout, c'est vraiment à la rencontre humaine, c'est me permettre de me donner les moyens. Après, c'est à moi d'être forte et tout ça, mais c'est vraiment, voilà, vas-y.